du point de vue moral, Israël a un devoir vis-à-vis de 10 millions de citoyens israéliens, de résidents de l'État d'Israël. On a le devoir absolu de ramener la sécurité. C'est le premier devoir de n'importe quel État. C'est le devoir de l'État d'Israël, c'est de ramener la sécurité en Israël. Il semblerait qu'Israël se dirige vers un nouvel accord concernant la libération des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza pour discuter de cet accord en gestation et puis aussi pour discuter de la situation au Likoud. Nous sommes en compagnie d'Amir Weitman, représentant du Likoud. Amir, bonjour, shalom, boker tov. Bonjour, boker tov. Alors, on s'approche, comme on l'a dit il y a quelques instants dans le journal, visiblement d'un accord avec le Hamas qui verrait la libération dans un premier temps de 40 otages contre un arrêt des combats de 6 semaines. Est-ce que vous saluez cette progression et l'éventuelle signature d'un tel accord ? Personnellement, non. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Alors, j'espère évidemment que ce que je dis est faux. Voilà, j'ai pas la boule de cristal. Maintenant, ceci étant dit, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que un arrêt prolongé des hostilités, en fait, rendra la reprise des combats beaucoup plus compliquée et plus difficile. Alors, si à la fin de la journée, ça se termine avec 6 semaines d'arrêt et qu'on reprend comme si rien ne s'était passé, alors oui, alors oui, on a réussi à sauver 40 personnes, c'est une bonne chose. Maintenant, ceci étant dit, on a vu que même après une seule semaine d'arrêt, Israël a payé des prix quand il y a eu la dernière fois, alors que le deal était clairement bien meilleur pour Israël. Et alors maintenant, alors que nous sommes dans une position militaire qui entre-temps s'est améliorée, on a presque terminé en fait. On doit juste terminer l'histoire de Rafah. Mm-hmm. Eh bien, je crains fort qu'on risque en fait de mettre en cause les objectifs de la guerre, qui sont tout de même de détruire le Hamas. C'est ça l'objectif essentiel, au moins. Ouais. C'est pas les otages. Les otages, évidemment, c'est très important, mais ça n'est pas un but essentiel. C'est un but secondaire de la guerre. Et si, parce qu'on s'arrête, on fait un arrêt prolongé des combats de 6 semaines, à la fin, et encore 6 semaines, c'est juste pour 40 c'est possible que ce soit prolongé. Il en restera encore pas loin d'une centaine derrière, même si beaucoup sont clairement morts. Alors, justement, je vais aller dans votre sens et peut-être vous demander, est-ce que c'est pas en fin de compte une façon pour les Américains de pousser Israël à un arrêt total de la guerre dans la bande de Gaza, cet accord qui se dessine? Bien sûr, ce serait une défaite. À la fin, si on fait ça, ce serait en réalité une espèce de défaite d'Israël. C'est inacceptable et intolérable. Et à la limite, alors, on va voir à la fin comment ça se termine. Mais enfin, si ça se termine par un arrêt des combats, etc., c'est une trahison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun besoin de prendre des gants. Il faut vaincre le Hamas, détruire le Hamas totalement et installer le contrôle militaire d'Israël sur la bande de Gaza au minimum. Je ne parle même pas de mettre en application ce dont je parlais de tous ces derniers mois, à savoir trouver une manière d'ouvrir la porte de la bande de Gaza pour permettre à la population palestinienne de choisir de partir et d'aller s'installer ailleurs où ils pourront avoir une meilleure vie à la fois pour eux et pour nous. Mais même sans rentrer là-dedans, au minimum, il faut qu'Israël détruise le Hamas. Et qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va arrêter pour une période prolongée de temps pour un minimum d'otages. Ça me paraît être complètement délirant pour vous dire les choses. Alors justement, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce point. Après, on va revenir sur la situation dans la bande de Gaza et plus particulièrement la politique américaine. Mais quand même, vous nous dites que le but le plus important, c'est la destruction du Hamas, et l'anéantissement du Hamas, et que les otages, c'est bien entendu quelque chose d'important, mais on va dire que ça passe d'après votre niveau. Après. Est-ce que quand même, d'une façon morale, est-ce qu'Israël n'a pas quand même une dette par rapport à non. Alors ça, j'arrête tout de suite. Du point de vue moral, Israël a un devoir vis-à-vis de 10 millions d'habitants, de citoyens israéliens, de résidents de l'État d'Israël. Ok? On a le devoir absolu de ramener la sécurité. C'est le premier devoir de n'importe quel État. C'est le devoir de l'État d'Israël, c'est de ramener la sécurité en Israël. Pour ramener la sécurité en Israël, il faut anéantir une fois pour toutes le Hamas. Point. Tout le reste, après. C'est ça le devoir moral d'Israël.
Morale, sécuritaire, politique, diplomatique, ce que vous voulez. Mais morale aussi, et peut-être d'abord, avant tout, morale. La première responsabilité d'un État vis-à-vis de ses citoyens, c'est d'assurer leur sécurité. Donc Et pour assurer leur sécurité, on doit anéantir le Hamas. C'est clair. Tout faire pour anéantir le Hamas au risque de perdre la vie de ces otages. Eh bien, on perd la vie des soldats. Si c'est un prix qu'il faut payer, il faut le payer. C'est tout. On a déjà perdu, je ne sais pas, 1400 morts en tout et pour tout, quelque chose comme ça. Eh bien, ma foi, s'il y a encore 60, il y en a encore 60. Mais, parce que je dis 60, parce qu'il y a, je crois, 136 otages qui sont encore prisonniers, mais dans la réalité, on sait que la moitié à peu près sont morts, ou à peu près. Donc, il doit en rester en vie peut-être 60, 70, dans le meilleur des cas 80, pas plus. Donc, en étant très optimiste. Hein. Donc voilà, ma foi, c'est un prix qu'il faut payer. Mais si, alors évidemment, il faut essayer de les libérer vivants. Personne, c'est pas du tout que je veux les sacrifier. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Ceci étant, c'est de nouveau, je le répète, un objectif secondaire. On ne peut pas sacrifier la sécurité de l'État d'Israël et de 10 millions de citoyens israéliens à l'autel de vouloir libérer quelques dizaines de personnes. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que vous comprenez dans cette perspective un peu la vision, la politique de Binyamin Netanyahou, qui lui essaie quand même on va dire, de marcher entre les deux, c'est-à-dire d'avoir la victoire sur le Hamas, mais quand même d'obtenir, parce qu'il sait que d'une manière publique, c'est très important, d'obtenir la libération des otages. Je ne sais pas. Écoutez, moi, je ne suis pas dans les discussions du cabinet. Je dis, à la fin, le résultat final sera celui qui décidera. C'est-à-dire que si, admettons, on a libéré, qu'on s'arrête encore qu'on arrête les combats pendant 6 semaines, bien, et qu'on les reprend derrière et qu'on finit par détruire le Hamas, et qu'en plus on a libéré 40 otages, eh ben, c'est magnifique, c'est évident. Mais c'est pas quelque chose, mais c'est un risque très important. Alors de nouveau, moi je ne peux pas faire la pesée des risques de la même manière que le Premier ministre ou que le ministre de la Défense ou que les ministres du cabinet de guerre. C'est pas possible. Nous n'avons, ni vous, ni moi, ni personne, nous n'avons accès à toutes les informations. Donc, il faut rester prudent. Ceci étant, je le dis, reprendre une guerre après 6 semaines d'interruption, c'est pas simple. Ça n'est pas simple du tout. Ça met en danger clairement les objectifs essentiels de cette guerre, qui sont donc l'annihilation du Hamas. C'est tout. C'est ce que je dis. Maintenant, si à la fin, ce que je crains finit par se réaliser, c'est-à-dire que la pression politique internationale devient tellement forte qu'Israël ne pourra pas reprendre les hostilités, et par conséquent, le Hamas finit par survivre, c'est une catastrophe et c'est une trahison. Il faut dire les choses franchement, parce que voilà, Israël n'a pas de problème militaire à détruire le Hamas. On est beaucoup plus fort, on l'a montré, on a déjà par ailleurs presque fini. En termes de combat pur, on a besoin peut-être d'encore 1 mois ou 2 pour finir les combats, c'est tout. Il faut juste le faire. Mais simplement, si nous décidons de ne pas faire ce qu'il faut faire pour des raisons pseudo-humanitaires, c'est un désastre. Alors, cette décision va être prise aussi par rapport aux pressions qui sont exercées par les Américains qui ont critiqué aussi la décision israélienne de construire 3000 logements suite à l'attentat de jeudi sur la route de Ma'ale-Adumim. Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou et le gouvernement de Binyamin Netanyahou peut faire face à ces pressions ? Bien sûr, on a déjà fait face à ces pressions à la fois ces derniers mois et puis depuis toujours on fait face à des pressions. C'est pas nouveau qu'il y a des pressions et il faut leur expliquer, ils le comprennent d'ailleurs, on n'a pas besoin de leur expliquer qu'on ne peut pas continuer à avoir le Hamas au pouvoir, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Donc les pressions, on leur dit gentiment, avec tout le respect et l'amitié que nous avons pour vous, non, on finit cette guerre, point. Il n'y a pas à discuter. Et puis, s'ils ne sont pas contents, tant pis pour eux. Ça ne nous regarde pas. C'est Israël qui est responsable de la sécurité de ses citoyens et, à ma connaissance, pas les États-Unis, ni par ailleurs personne d'autre. Donc, il faut terminer cette guerre par la victoire et donc occuper toute la bande de Gaza, détruire et anéantir tout le Hamas, toute l'infrastructure qu'il a construite depuis maintenant pas loin de 20 ans, à savoir tous ces tunnels, etc., et faire en sorte de changer une fois pour toutes la réalité sécuritaire dans le sud du pays.
C'est très simple. C'est Vous pensez que Benjamin Netanyahu pas est seulement, ce n'est pas une espèce de, comment dire, comme on dit en hébreu, une gachama. Ce n'est pas simplement une espèce de un caprice, voilà. Ce n'est pas simplement un caprice de la droite israélienne. Tout le monde en Israël est d'accord là-dessus, et beaucoup de monde dans la communauté internationale sont d'accord là-dessus. Certes, il faut le faire en veillant à ne pas massacrer des dizaines de milliers de Palestiniens de manière inutile. Ça me paraît tout à fait légitime et clair. Et donc, il faut trouver une manière d'évacuer maintenant une bonne partie de la population palestinienne de Rafah vers la Moussie, donc plus au nord, donc justement pour éviter un bain de sang. Ça c'est clair et net. Il faut faire les choses avec doigté, mais il faut finir en fin de compte par anéantir le Hamas. Point, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à la discussion. Alors, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de ce qui se passe au Likoud, puisque vous êtes représentant du Likoud, vous faites partie de ce parti. Et est-ce qu'au Likoud, on parle déjà du jour d'après? C'est-à-dire, est-ce qu'il est envisageable déjà que aux prochaines élections, on ne sait pas quand elles auront lieu, mais est-ce qu'il est envisageable qu'une autre personnalité politique, Benjamin Netanyahu, soit à la tête du Likoud? Alors, c'est parfaitement envisageable, mais on verra. Vous savez, ce que j'ai appris toutes ces dernières années, enfin, c'est depuis toujours, mais certainement ces dernières années, au vu des circonstances, c'est que tout est imprévisible. Donc, ce qui va se passer au sein du Likoud, je ne sais pas. On voit tous les sondages, on comprend tous que Netanyahou a perdu la confiance d'une bonne partie du public israélien suite à l'échec du 7 octobre, qui lui-même fait suite à, on va dire, à la gestion un peu désastreuse de tout ce qui s'est de la réforme constitutionnelle, voilà, qui en fin de compte s'est abouti à un échec pas tenté. Donc c'est évident qu'on a un grand problème vis-à-vis du public israélien, et par conséquent, voilà, si demain il y a des élections et que Netanyahou est le leader du Likoud, il est assez évident que le Likoud retournera à l'opposition. Il n'y a pas la peine d'être un génie pour comprendre ça. Donc il faudra trouver des alternatives, soit au sein du Likoud, soit en dehors du Likoud, en créant peut-être, en parler, des partis qui pourront attirer les voix déçues du Likoud, mais qui seront prêts à collaborer avec le Likoud. Écoutez, je ne sais pas, on verra. Moi, ça me paraît quand même difficile d'envisager, dans les circonstances actuelles, la poursuite sur le long terme du leadership de Netanyahou tel que maintenant. Cette guerre se finit par une grande victoire, j'ai encore une phrase, excusez-moi, si juste cette guerre se termine par une grande victoire d'Israël, en fin de compte, peut-être que les choses vont changer. Mais franchement, ça me paraît difficile de voir ça au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'au sein du Likoud, vous voyez justement une agitation par rapport à ça, des candidats qui se profilent et qui commencent à se mettre en avant? Alors, personne ne s'est mis en avant de manière officielle, enfin, ça c'est clair, il le saurait sinon. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui y pensent, c'est pas la peine d'être un génie pour le savoir de toute façon. Amir Weitman, merci beaucoup du Likoud, merci pour ces explications. Merci Olivier. Et bonne journée. Bonne journée.